propose de commencer cette dernière table ronde en fait sur donc comment adapter son organisation dans le développement à l'international. Donc en fait, on va retrouver un petit peu les mêmes enjeux finalement que sur la table ronde précédente, à savoir enjeux RH, donc de recrutement, compétences, formation, enjeux de modèle d'organisation, de gouvernance et de management, et enjeux autour des outils. Mais on a des problématiques un peu plus précises sur la culture locale, sur le fait de choisir des vrais entrepreneurs pour monter finalement la start-up dans les pays visés, ciblés. L'enjeu de bien comprendre les besoins et les usages des clients locaux, qui sont parfois plus loin géographiquement. Est-ce qu'on ouvre un bureau ou pas pour le développement commercial? Donc ça dépend. Ça dépend. Et puis toujours cette problématique à la fois de partenariat et de modèles décentralisés avec plus ou moins d'autonomie pour les pays. Donc voilà, on va aborder tous ces sujets-là avec nos 3 nouveaux intervenants qui vont se présenter en quelques mots pour commencer. Bonjour à tous, j'espère que je ne retarde pas les apéros après l'événement. Donc Karim Juni, je suis cofondateur et CEO d'Expensia. Et Expensia, c'est une plateforme unifiée de gestion de dépenses pour les entreprises. Bonjour, je suis Oussem Assadi, cofondateur et CEO de Déjà Mobile. Donc chez Déjà Mobile, nous développons des solutions de paiement mobile en marque blanche qu'on commercialise auprès de banques, de fintech, aussi bien côté émission que acceptation des paiements. Bonjour à tous, Ambroise Fargère, je m'occupe du développement international de Plus Simple. Plus Simple, c'est une plateforme de distribution d'assurance pour les TPE. Donc peut-être tout d'abord, en termes d'enjeux RH et d'intégration à la fois de la culture locale, de compréhension des enjeux d'usage, des besoins clients, etc., qui sont liés finalement aux compétences de vos collaborateurs, et aussi en termes de formation. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez géré ça? Alors, c'est clairement pas simple, il n'y a pas de formule magique pour le faire, mais je dirais qu'il faut prendre en compte qu'il y a 2 volets. Il y a d'abord le volet, on va dire, création, le volet innovation, c'est-à-dire où sont les équipes de l'entreprise qui créent le produit, qui créent les supports et qui apportent le service aux clients. Donc là-dessus, ces équipes-là, elles vont avoir des difficultés à adresser le problème de manière complète pour chacun des pays. Donc là, il y a un challenge RH de formation et un challenge même de compréhension de la problématique. Et ensuite, il y a les équipes commerciales locales qui, elles, distribuent le produit au marché, qui, elles, vont avoir des problématiques différentes. Et le plus grand challenge, c'est comment faire qu'elles fonctionnent bien entre elles. Nous, de notre côté, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on est entre Paris et Tunis du point de vue production. Donc, un des premiers sujets, ça va être d'être sûr d'avoir un associé dans chacun des pays, donc un cofondateur dans chacun des pays. Ça marche bien, ça fédère l'équipe et ça s'assure que la communication circule. En rajoutant des nouveaux pays, c'est un des challenges, c'est qui y va et comment on s'assure que dans ces pays-là, il y a le bon niveau de seniorité. Et je vais laisser mes camarades ajouter. Très bien, donc chez nous la problématique elle est surtout liée au développement commercial puisque le centre de production est uniquement en France, donc on n'a pas la même configuration qu'Expensia de ce point de vue-là. En termes de développement commercial, pour vous donner quand même l'échelle, on est passé de 8% de notre chiffre d'affaires à l'international en 2018 à 30% en 2020. Donc on a étendu aujourd'hui nos solutions à 17 pays en travaillant en B2B, hein, donc on n'est pas obligé d'être présent face au client final dans chacun des pays. En revanche, on a dû évidemment étendre notre équipe commerciale en recrutant des profils soit localisés dans certaines géographies, par exemple au Royaume-Uni, hein, c'est quelqu'un de local et sur place, ou alors depuis Paris, avoir par exemple pour adresser les marchés hispanophones, quelqu'un d'une double culture en fait franco, on va dire espagnole, en l'occurrence plutôt latam, et ce qui permet d'avoir à la fois une meilleure affinité culturelle évidemment avec nos interlocuteurs et d'avoir des relais tout simplement voilà, dans les pays, sachant qu'on travaille beaucoup aussi avec des partenaires. Je pense que c'est un sujet qu'on va adresser un peu plus tard. Voilà. Alors chez Plus Simple, on se développe à l'international principalement via la croissance externe. Donc
paradoxalement, on ne choisit pas trop les équipes avec lesquelles on travaille à l'international. Donc notre challenge, c'est aider les équipes et les entreprises locales qu'on rachète à se transformer de fond en comble et à adopter notre technologie, nos process, notre culture, et les aider à se former à des nouveaux métiers qu'on apporte dans leur entreprise. Et du coup, sur quel choix vous les sélectionnez, enfin, ces entreprises en termes de les cibles de M&A? Oui, bien sûr. Bah, on a une stratégie d'acquisition qui est assez claire. On choisit des entreprises qui ont une certaine taille. Donc en l'occurrence, c'est des courtiers d'assurance en général. Ils ont un chiffre d'affaires entre, on va dire, 1 et 5 millions d'euros. En général, 10 et 30 personnes. Entre 10 et 30 personnes. Et ils travaillent sur les segments sur lesquels on se développe nous, c'est-à-dire les pros, les TPE, les petites entreprises. C'est des entreprises qui, en général, ont été fondées dans les 20-30 dernières années, pour lesquelles il y a une arrivée à maturité et une difficulté à se développer avec les nouvelles contraintes réglementaires, la digitalisation et la transmission de l'entreprise. Et donc, du coup, on arrive, on leur amène une solution où on les accompagne dans cette transition, on les aide à investir pour repartir dans une dynamique de croissance et on leur permet aussi de transmettre et de valoriser leur entreprise. Donc du coup, pour accélérer, on comprend qu'il y a soit la stratégie M&A, soit la stratégie de recrutement où en fait on peut aussi recommencer from scratch en fait, en recrutant un entrepreneur directement avec la culture locale du pays. Et un peu entre les deux, finalement, je dirais, il y a la stratégie de partenariat, on pourrait dire. Donc vous voulez en parler? Oui, nous on l'a beaucoup fait dans chacun des pays où on va et la France également. Par exemple, en Allemagne, quand on s'est déployé, on a fait un partenariat avec Deutsche Telekom. Donc Deutsche Telekom est devenu revendeur d'Expensia sur le marché local et générateur de leads. Ça a plusieurs avantages. Donc on peut le voir juste comme un revendeur, donc c'est du revenu, basta. Et on peut le voir comme un vrai partenaire qui comprend le marché local, qui est capable d'adapter notre discours au marché local, qui est capable de challenger comment on parle à nos clients. Et ça, c'est quelque chose qu'on répète très fortement d'un pays à l'autre. Et aussi, on se concentre à chercher des partenaires qui, eux, sont globaux et donc peuvent nous accompagner dans la prochaine étape. Par exemple, on a développé assez tôt un partenariat avec Expedia, donc l'agence de voyage. Et donc, avec Expedia, on les a ensuite suivis de pays en pays, donc l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, etc. Et donc ça permet de bootstrapper le marché, puis ensuite de développer ses propres équipes. Oui, donc on a une stratégie très similaire à celle d'Expensia de ce point de vue-là. Sur certains marchés, il est évident qu'on ne peut pas ouvrir un bureau immédiatement. Donc il faut évidemment trouver le bon partenaire. Je voudrais illustrer ça par l'Amérique latine, hein, où on a eu finalement une stratégie commerciale assez gagnante, puisqu'on a focalisé nos efforts d'abord sur la sélection des bons partenaires. Quand je dis bons partenaires, ce sont des sociétés qui font le même métier que nous, donc qui sont capables de comprendre assez rapidement, même s'ils n'ont pas évidemment nos produits, sinon on ne serait pas partenaire, mais qui sont capables très rapidement de comprendre voilà, notre métier et la façon dont on adresse, on va dire, les besoins. Ensuite, il y a une phase très très importante qui est la phase d'accompagnement et de formation. On ne peut pas juste, entre guillemets, lâcher dans la nature, je dirais, le partenaire avec notre slide deck et puis quelques consignes. Il y a un vrai travail d'accompagnement dans la durée. Donc c'est comme quelque part si on créait une sorte d'entité virtuelle dans ces pays-là. Il y a cet effort-là quelque part d'intégrer ce partenaire, de former ses commerciaux et derrière, une fois que les projets sont sur place, former aussi des delivery managers. Donc c'est un travail de longue haleine mais qui marche assez bien. Et on a également la même stratégie plus récente de partenariat avec des acteurs globaux. On a signé récemment un partenariat avec Pax, qui est un des leaders mondiaux des terminaux de paiement, qui a ajouté à son catalogue notre solution de terminal de paiement virtuel, un logiciel, qui du coup nous donne d'un coup accès à virtuellement tous les pays du monde. Évidemment, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. En tout cas, ça donne vraiment une nouvelle échelle. Voilà. Et donc, comment on sait quand c'est le bon moment pour ouvrir un bureau dans le pays ou alors si on se dit, bah non, on fait juste du DevCo et on met personne dans le pays en question. Je sais que votre CEO va bientôt déménager en Italie, il nous a dit. Enfin, Eric. Oui, alors c'est... Ouais, je pense qu'il y a un enjeu de... quand on fait croître l'organisation, au bout d'un certain temps, on a besoin d'être sur place pour prendre les bonnes décisions en termes de structure. Et donc là, je pense que l'Italie, c'est en effet le pays où on sera sûrement le plus développé.
mais on a aussi un développement en Allemagne, en Espagne qui est très important. Je reviens juste sur les partenariats, parce qu'en fait, on n'a pas choisi cette stratégie de croissance externe pour tous les pays. En Espagne, on se développe par partenariat, et en effet, c'est un bon moyen entre deux. Nous, on ne peut pas commencer from scratch dans notre métier, parce qu'il y a énormément de barrières de taille à l'entrée. On a commencé en France, mais c'était le contexte particulier de l'équipe, etc. Quand on arrive dans un nouveau pays, on a au minimum besoin d'un partenaire pour nous aider à se développer, à créer un premier bureau sur place. Donc c'est ce qu'on a fait à Barcelone. Ok, très bien. Et on n'a pas parlé, Cédrico en a beaucoup parlé, de la réglementation qui peut être différente dans les nouveaux pays dans lesquels vous implantez. Et du coup, parfois, ça peut aussi finalement diriger vers quelle gouvernance on va aller. Ouais, alors nous, on a un petit paradoxe là-dessus, c'est que souvent les startups challenge la réglementation, c'est ce qui était dit tout à l'heure. Et nous, en fait, c'est l'inverse. On aide les acteurs locaux à être plus compliant, parce qu'on leur amène un outil qui a été développé pour être conforme à la réglementation, qui est de plus en plus contraignante, en particulier en distribution d'assurance. Donc, on est plutôt ceux qui aident le marché à devenir plus conforme et qui les aident à relever ces défis, en fait. Donc, et pour terminer, juste, on a quand même la chance d'être en Europe, où effectivement, il y a une homogénéisation de la réglementation. Le ministre a dit que ce n'était pas encore complètement homogène et qu'il y avait des pays qui jouaient plus ou moins le jeu. Mais en tout cas, on voit vraiment que ça drive beaucoup notre développement en Europe et à l'intérieur des frontières de l'Europe. Alors, nous, on a une partie qui est similaire à vous, c'est-à-dire qu'on les aide à être conformes à la réglementation fiscale, TVA, etc. dans leur pays. Mais par contre, on a eu au début une internationalisation que je dirais subie, qui était trop rapide par rapport à ce qu'on voudrait, pour une raison, qui sont les outils. C'est-à-dire quand une entreprise se développe à l'international, en général, elle aimerait avoir le même outil partout, que ce soit l'outil RH, de paye, etc. Et donc nous, on fait partie de ces outils qu'ils ont envie d'avoir partout. C'est-à-dire que même si moi, au démarrage, j'ai une activité commerciale qui est focalisée sur la France, bah, mes clients français, ils veulent que ça marche partout. Pareil, par exemple, je ne sais pas, j'ai OVH qu'on équipe partout dans le monde. Bah, j'ai pas d'activité commerciale aux États-Unis, mais il faut que ça marche aux États-Unis, sinon cette solution ne marche pas. Et donc nous, on a une façon de catégoriser les pays. Donc on fait des pays tier 1, tier 2, tier 3. Donc les pays tier 1 sont ceux où on est vraiment très moteur. On les aide à être bons dans la réglementation et on a des équipes commerciales locales. Et ensuite, on va déployer des fonctionnalités plus dégradées dans les autres pays pour permettre aux directeurs financiers d'avoir une solution globale. Mais ça répond en partie à ta question de tout à l'heure qui est qu'est-ce qui décide d'ouvrir un pays? En fait, nous, on a une chance, c'est qu'on ouvre les pays en fonction de là où on a le plus de filiales de clients et là où ils sont les plus satisfaits. C'est-à-dire que quand on s'est rendu compte qu'on a des milliers de salariés allemands qui utilisent Expensia alors qu'on n'a pas d'activité commerciale, là, on a dit, OK, au moins en termes de product market fit, c'est déjà suffisamment bon pour commencer à réfléchir à vendre à un directeur financier allemand. Et après, on passe en mode... Ok. Sur la réglementation, vous voulez dire un mot, Karim? En fait, nous avons effectivement un peu une approche pareil, similaire, c'est-à-dire qu'on va accompagner nos clients, nos partenaires dans leur effort de conformité, évidemment. Et ils sont soumis à des contraintes qui peuvent être à l'échelle nationale parfois. Par exemple, nous, on travaille dans le domaine du paiement. Il peut y avoir des schémas de paiement nationaux qui ont un cadre... alors, il ne s'agit pas à proprement parler de réglementation, mais en tout cas de conformité qui est propre. Il s'agit de faire notre travail au niveau du produit pour aider nos clients ou nos partenaires, selon les cas, à y être conformes, évidemment. Ok, merci. Et donc, j'ai abordé aussi ce sujet avec la table ronde précédente, culture d'entreprise. Bon, là, c'est encore plus compliqué. Mais bon, d'un autre côté, il y a plusieurs pays. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs cultures nécessairement? Alors, ça dépend jusqu'où on descend dans la granularité de la culture. Faire que dans tous les pays, tout le monde, tous nos salariés, on a 14 nationalités, ressentent Expensia de la même façon, c'est impossible. Par contre, on peut avoir des valeurs communes, des façons de raconter l'histoire qui est commune, une identité visuelle commune ou une identité même RH commune. Et ensuite, on laisse les différents pays avoir leur touche locale parce qu'il n'y a pas le même rapport au travail, il n'y a pas le même rapport au niveau d'engagement, il n'y a pas le même rapport aux clients. Et donc, c'est, je pense, impossible de forcer exactement la même culture. Par contre, on peut vraiment avoir des valeurs communes fortes.
Alors nous, on a à notre échelle aujourd'hui une problématique moindre de ce point de vue-là, parce qu'on n'est pas présent en termes de production dans plusieurs pays. Mais malgré tout, on a à tenir compte, je dirais, de la culture de nos clients et de nos partenaires, quelque part. Ça reste quand même un travail, en gros, de rendre, je dirais, notre culture d'entreprise compatible avec des cultures d'entreprise de nos partenaires, aux nouvelles géographies qu'on va attaquer. Et quelque part, moi j'aime bien cette image-là, quand on est parti d'une page blanche en France il y a quelques années, et on a construit une culture compatible avec notre écosystème et notre identité. Demain, quand on va attaquer en partant de zéro un nouveau pays, il faut avoir l'humilité de recommencer quelque part ce travail. Et finalement, notre culture se transforme. Moi, je vois ça plutôt comme ça, c'est-à-dire que pas tellement la culture qui est répliquée ou généralisée, mais plutôt qui doit être suffisamment agile, quelque part elle-même, pour se transformer, pour être la plus espèce de multiculturalisme, parce que quand on arrive dans un grand marché qui a ses propres pratiques, il est un peu illusoire de dire qu'on va, entre guillemets, imposer une culture d'entreprise qui est née en France. Voilà, donc c'est un peu l'approche, mais nous, on est au début de ce chemin-là, donc on a moins de feedback à donner. Chez Plus Simple, comme on a principalement une croissance par acquisition, en fait, on est par construction en fait, déjà dans la culture locale quand on acquiert une entreprise ou même en partenariat. Donc du coup, pour nous, l'enjeu, c'est comment des équipes qui ont déjà la culture locale et qui sont déjà implantées vont s'approprier plus ou moins vite nos outils, notre démarche, nos méthodologies et notre manière de traiter les problèmes sur ce marché qui se veut nouvelle et innovante. Très bien. Et pour finir, peut-être, on dit souvent, enfin, le développement international, c'est quand même une grosse étape pour une start-up. Et est-ce que vous pensez que c'est plus facile ou moins facile que le développement international d'un grand groupe qui a plus de moyens, mais d'un autre côté, qui est moins agile, qui a moins de liberté de recommencer from scratch si nécessaire, etc. Vraie question. Je pense que chacun a ses problèmes. C'est une vraie question. Je trouve que la capacité à commencer from scratch et se remettre en question pour des startups est infiniment plus élevée et plus rapide. Maintenant, évidemment, c'est un peu frustrant des fois de ne pas avoir les moyens de prendre des niveaux de risque très élevés. Moi, j'aimerais bien arriver en Allemagne et mettre 20 millions et faire tous les salons et avoir 150 commerciaux le premier mois. Mais est-ce que c'est vraiment la façon la plus efficace de le faire? Je ne sais pas. J'ai eu à le faire dans une ancienne vie pour un grand groupe américain. Je peux vous dire que c'est facile dans aucun des deux scénarios. C'est bien ce qui me semblait. Oui, moi je reprends un peu ma métaphore d'avant, c'est-à-dire qu'en fait cette capacité qui est dans les gènes d'une start-up, qui est de repartir d'une page blanche, soit sur un nouveau produit par exemple, ou un nouveau marché à l'international, est notre force principale. Et que parfois le grand groupe, et moi aussi j'ai eu un vécu dans un grand groupe, mais je n'ai pas fait de développement international, mais je vois comment ça fonctionne, la tendance est plutôt d'essayer de transposer quand même sa culture d'origine, et ça peut être un véritable frein. Surtout, encore une fois, quand on arrive sur des nouveaux marchés, on part de zéro. Évidemment, quand on fait une acquisition, quand on part d'un existant fort, la question est totalement posée de manière différente. Mais quand on est vraiment en mode business développement, en partant plus ou moins de zéro, oui, je pense qu'on a quand même un avantage compétitif en étant voilà, avec ces gènes de start-up agiles, capables de réécrire à chaque fois une nouvelle page. Nous, on évolue dans un environnement avec des assureurs, des courtiers. Il y a déjà des tas d'entreprises qui sont internationales, les AXA, les Marches, etc., qui sont déjà des entreprises qui ont une marque internationale, qui ont des RH internationales, qui ont une gouvernance internationale. Donc, on va faire au moins ça. Et ensuite, en revanche, là où on veut aller plus loin, c'est qu'aucune de ces entreprises n'a vraiment une colonne vertébrale informatique et technologique internationale. En fait, c'est des multinationales avec, dans chaque pays, une gestion locale. Et donc ça, c'est notre challenge. On est vraiment les premiers à essayer de le relever en Europe. Et donc, on verra comment ça se déroule, mais on n'a pas de recul là-dessus encore aujourd'hui. Et justement, j'allais vous poser la question en termes de challenge, de prochain challenge. Est-ce que c'est d'aller dans plus de pays? Enfin, c'est quoi la prochaine étape après le développement international ou alors encore plus de développement international? Alors oui, je ne sais pas si ça se termine le développement à l'international, mais pour nous le challenge c'est de ne plus avoir la France comme représentant plus de 50% du revenu et donc d'être capable dans ces nouveaux pays-là d'avoir une très forte croissance organique qui est indépendante du fait d'avoir ce siège à Paris ou ce centre à Paris. Et c'est vrai que c'est quelque chose par lequel passent les startups et c'est un choix un peu dur des fois parce que quand tu es sur un seul pays,
c'est le moyen le plus simple de croître en réalité. C'est-à-dire que si tu investis 1 million d'euros sur ton marché principal, tu vas générer plus de revenus que si tu investis 1 million d'euros dans un nouveau marché. Et donc, il y a toujours ce rapport de force entre le revenu à court terme et la valeur à long terme. Et donc, nous, on s'est lancé dans l'international parce qu'on croit qu'il y a une échelle de temps et que si on ne le fait pas assez vite, bah, on va perdre ce marché parce que c'est un marché régional, c'est pas un marché local, notre métier. Mais il y a toujours cette guerre de comment je génère assez de revenus. Qu'est-ce que je regarde en premier? Est-ce que c'est la valeur globale de l'entreprise ou est-ce que c'est mon revenu en euros? Et donc pour nous, la prochaine étape, c'est de maximiser les deux, c'est-à-dire d'être capable d'avoir un revenu significatif dans chacun des pays et de prouver que c'est un investissement qui valait le coup. Alors nous, le prochain challenge, ça va être justement d'avoir un centre de production en dehors de France, donc à l'international, quelque chose que Karim connaît bien. Voilà, ça c'est quelque chose qui sera nouveau pour nous, mais on a commencé le projet et justement en demandant des conseils à des homologues qui ont fait la même chose, on est capable évidemment tout de suite de partir sur des bonnes pratiques, j'espère. En termes de développement commercial, poursuivre évidemment, sachant qu'on a une actualité particulière, c'est que Déjà Mobile vient d'être intégré, de rejoindre un grand groupe qui a déjà une dimension évidemment internationale plus importante. Donc du coup, le challenge, ça va être à la fois de profiter de cette opportunité pour aller plus vite dans des grands pays où on n'avait aucune présence, où là, on se trouve avec une présence de facto, tout en gardant ce qui est notre force, à savoir cette démarche, encore une fois, que j'appelle, j'insiste là-dessus, de repartir un peu de page blanche, parce que je pense que cette démarche permet souvent de conquérir le marché de manière efficace et agile. Voilà. Donc marier un peu les deux. Et peut-être, dernière question, est-ce qu'il y a un pays qui vous a paru plus accessible pour vos raisons, hein, en fonction du business de votre startup, qu'un autre? Et vous vous êtes dit, bah là, ça va être plus facile que dans les autres pays? Je pense que tous les pays sont difficiles, hein, tous les marchés sont difficiles. Quand il y a une opportunité, il y a forcément 500 dessus. Et donc, du coup, le nerf de la guerre, c'est de savoir exécuter mieux que le voisin. Nous, il y a un pays où quand on est allé dessus, les gens se sont dit qu'on se flagellait, qui est l'Allemagne. Très peu de startups européennes, très peu de startups françaises réussissent en Allemagne. Nous, on allait en Allemagne parce que, c'est le plus gros marché. C'est le marché le moins digitalisé d'Europe dans les grands pays. Donc, c'est un marché non équipé qui donne envie d'être équipé. Et c'est un marché qui, justement, peu d'acteurs vont dessus. Et donc, nous, on est très contents d'avoir maintenant une très belle croissance en Allemagne parce que beaucoup d'autres ont eu peur. Mais je ne vais pas vendre l'histoire que ça a pris 2 mois et que ça a explosé au bout du 2e mois. Il y a eu quand même 9-12 mois durs. Mais aujourd'hui, on est content de l'avoir fait. Oui, pareil, je dirais que chaque marché a ses propres difficultés. Il est difficile de sortir un pays en disant c'est super facile d'y aller. Parfois d'ailleurs c'est surprenant parce que ça peut être très difficile dans un pays européen et paraître plus facile dans un pays très lointain pour des raisons qui sont... Voilà, c'est là où je voulais aller en fait. Voilà, oui, non mais c'est ça, c'est vrai par contre. Hein, parce que c'est vrai qu'en Europe, on a quand même une base culturelle commune, on a une réglementation qui est en train de s'harmoniser. Mais en même temps, il y a parfois des barrières à l'entrée, il y a des fortes, je dirais... culture locale malgré tout, des façons de faire du business. Hein. En Allemagne, voilà, la façon de faire du business n'est pas la même qu'en France ou qu'au Royaume-Uni, qu'en Italie. Et parfois, dans un pays, par exemple dans certains pays d'Amérique centrale, en ayant trouvé le bon partenaire, j'insiste là-dessus, voilà, il nous a paru plutôt facile de faire le premier deal. Donc bon, voilà. Bah, je partage ce qui a été dit. Alors nous, on a une ambition internationale assez raisonnable, entre guillemets, puisqu'on considère qu'on aura atteint notre objectif si on est présent et leader dans 3-4 pays. Donc ça suffira. Je partage ce qui a été dit sur l'Allemagne, qui est vraiment l'Everest du développement international, avec beaucoup de concurrence, beaucoup d'investissements. Et je me mets du point de vue des Allemands, pourquoi acheter une solution française quand il y a une start-up en Allemagne qui fait peu ou prou la même chose? Ce qui n'est évidemment pas le cas pour nous, mais c'est souvent quelque chose qui nous a été... Voilà, donc nous, ça n'a pas mis 12 mois, ça a plutôt mis 3 ans, mais on y est. Et nous, le coup de cœur, évidemment, c'est l'Italie. C'est le pays où il y a le plus de TPE en Europe. C'est un pays qui est un océan bleu, avec assez peu d'innovation dans le secteur où on est. Donc c'est là où on va mettre le plus d'efforts, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, et un dernier point, parce qu'on parle beaucoup du développement commercial. Nous, on a quelque chose d'assez unique, c'est qu'on a une partie de nos équipes opérationnelles en Tunisie. Et c'est vrai qu'on l'a fait parce qu'il y a une guerre des talents qui est assez globale. Et c'est vrai qu'on est allé
dans une décision qui est contre-intuitive, qui est de dire on va avoir une partie des équipes et on va aller quelque part craquer le fait d'être le meilleur employeur local. Donc on a été élu meilleur employeur de Tunisie, on a construit un vrai écosystème autour. Et donc j'encourage les entreprises à des fois sortir des sentiers battus et aller craquer quelque chose sur lequel n'est pas tout le monde. Et en général, ça fonctionne pas mal. Merci beaucoup à vous trois, c'était hyper intéressant. Et j'espère que pour vous aussi, c'était très intéressant. Merci. Merci beaucoup.